Bonjour et merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Mon invité sur ce plateau est Alain Rousset, président socialiste de la région Nouvelle-Aquitaine. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir ce dimanche. Avant d'aborder avec vous les dossiers régionaux qui vous occupent depuis maintenant 3 ans, vous présidez donc cette nouvelle région. Question toute simple, je voudrais savoir le nombre de kilomètres que vous avez effectués depuis que vous avez pris la tête de cette région. Allez, en 1 an, voire peut-être en 3 ans si vous n'avez pas fait le calcul. Je ne calcule pas. Je ne calcule pas parce que d'abord, il y a chez moi une vraie passion de la connaissance, du contact avec le territoire, avec ses entreprises, avec les agriculteurs, avec les habitants du territoire, avec ce qui se passe dans les lycées, ce qui se passe dans les universités. Pardon. Donc, voilà, je bouge. Alors, si vous ne calculez pas, Alain Rousset, j'ai une question, et je pense que ça nous a pas échappé. Mais mon bilan carbone, je m'en excuse, n'est pas terrible. Oui, c'est clair. Alors justement, comment vous expliquez qu'après 3 ans, il n'y a aucun panneau Nouvelle-Aquitaine dans les régions? Ça fait partie de mon énervement. Hein, 3 ans, ça fait beaucoup, non? Oui, on est dans un petit conflit, notamment avec Vinci, qui n'a manifestement pas trouvé le temps, et merci de me permettre de l'exprimer, de remplacer les panneaux sur les autoroutes. Sur beaucoup de routes nationales et départementales, c'est fait, mais il n'y en a pas encore. Ça devrait être fait d'ici la fin du mois de février. Donc c'est-à-dire d'ici 2019, les panneaux Nouvelle-Aquitaine sera... Fin février, on aura les panneaux. Avant de poursuivre plus en avant, Alain Rousset, on va revenir sur votre initiative de réunir les maires de Nouvelle-Aquitaine. C'était le 1er février dernier, et vous avez choisi donc l'île des Pagnacs, en Charente, donc à mi-distance, si je puis dire. Avant de vous entendre justement sur cette initiative, voyez donc le reportage de Jérôme Deboeuf et Christophe Guinaud. Sur le podium, des maires pour témoigner de leur relation avec la région Nouvelle-Aquitaine. Ils sont plus de 600 à participer à cette journée de débat, en premier lieu pour faire le point après 3 ans de collaboration avec la grande région. Ce qui marche, c'est l'aide économique aux entreprises, la formation professionnelle également. Ce qui mérite d'être largement amélioré, c'est ce dont on vient de débattre, c'est cette notion de proximité avec les communes rurales, l'aide à l'investissement. L'investissement de la région est aussi à l'heure des bilans, celui des premiers contrats territoriaux. Parmi les signataires, la commune de Montpont-Ménestérol, en Dordogne. En matière d'économie, d'abord, il y a cette pépinière d'entreprise. En matière de services, maison de santé. En matière d'équipement sportif, la région va abonder à 1 million d'euros pour un projet de piscine couverte. Alain Rousset a pris fait et cause pour défendre l'avenir de la ruralité. Pas seulement sur le plan financier. Le soutien est également technique, avec des équipes dédiées au projet. C'est des gens qu'on connaît, avec lesquels on travaille maintenant, et qui, on sait qu'ils se décarcassent pour faire son affaire. Après, c'est vrai qu'il faut se déplacer, se faire entendre, expliquer et réexpliquer, parce que de notre côté aussi, nous, des fois, les projets qu'on a en place ne sont pas si simples que ça. Une journée qui s'est terminée par un dialogue direct entre le président et les maires présents dans l'Assemblée. Retour sur le plateau de Dimanche en politique avec mon invité Alain Rousset. Vous avez entendu ici et là effectivement les propos des édiles, des maires. On va pas revenir sur refaire l'histoire de ce redécoupage électoral, mais quand même une question que je voudrais vous poser. Je pense que vous avez aussi entendu là-dessus. Ce ne fut pas une erreur de faire la réforme des métropoles avant la réforme des régions? Si. Et à l'époque, j'étais président de l'Association des régions de France. Et vous étiez député aussi. Et j'étais parlementaire. Bon, le poids politique des métropoles, quand vous prenez les anciens ministres et premiers ministres, est assez fort. Hein. Et puis il y a cette mode de toujours aller dans le sens des plus forts et des plus puissants. Or, en fait, on le voit bien à travers le mouvement des Gilets jaunes. C'est ceux qui ont été laissés pour compte, les oubliés. On le paye aujourd'hui, vous voulez dire? Je pense qu'on le paye aujourd'hui. Il y a un deuxième phénomène aussi. Dans tous les pays européens, vous êtes dans un État décentralisé ou fédéral. Et il y a une classe moyenne de collectivités, comme il y a une classe moyenne de citoyens, de population ou d'entreprises. Ça s'appelle les entreprises de taille intermédiaire. En France, on fonctionne un peu en râteau. Vous avez l'État central qui peut intervenir sur tout, y compris sur des pistes cyclables. Il y a eu un plan vélo. Et des collectivités locales qui ne
où il n'y a pas de grands frères ou de grandes sœurs. Au niveau des entreprises, vous avez les grands groupes, et puis en bas, 80% des entreprises sont sous-traitantes, ce qui nous pose parfois des problèmes. Nous allons parler, je suppose, des fonderies du Poitou tout à l'heure. Et sur le plan du financement de l'économie, c'est pareil. On remonte toute l'épargne à Paris, et pour redescendre dans des aides aux fonds propres des entreprises, ce qui est essentiel pour la croissance de nos PME, qu'elles deviennent... On est en verticalité permanente. On est en verticalité permanente, et je pense que vous savez, l'Allemagne a réindustrialisé avec les lenders, tout à fait. C'est grâce, en conservant, par exemple, ces usines dans ces villages, dans les communes. 60% des usines sont à la campagne. Oui. Et aujourd'hui, toute la stratégie de la région, c'est de faire en sorte qu'on parle d'usines du futur, qu'on retourne ces usines, qu'on les robotise, qu'on les numérise, mais surtout qu'on élève la compétence et la qualité de vie au travail. Vous savez, la compétitivité aujourd'hui, je crois que tous les chefs d'entreprise le savent bien, c'est la qualité de vie au travail. C'est les hommes et les femmes qui y travaillent. En 2018, vous avez entendu un vocabulaire sortir de la bouche du premier des Français, le président de la République, qui parlait de ruissellement. Vous y croyez, vous, à ce ruissellement des métropoles vers les territoires ruraux ? Non, pas du tout. Je ne crois ni au ruissellement des riches vers les plus pauvres s'il n'y a pas une fiscalité juste. Pas plus qu'au ruissellement. D'ailleurs, n'ayons pas trop de critiques à l'égard des métropoles. Quand je regarde la métropole bordelaise, ou quand je regarde Poitiers, ou quand je regarde d'autres grandes villes, vous avez un taux de pauvreté important. Vous avez les mineurs isolés. Donc le problème n'est pas celui-là. Le problème, c'est d'établir, pour la région notamment, mais ça peut être le cas aussi pour les départements, une capacité de lutter contre un phénomène qui est un phénomène tendanciel, qui n'est pas français, qui est mondial, qui n'est pas que français, qui concerne toutes les grandes métropoles et mégapoles. De telle sorte qu'on puisse, par la mobilité, par la formation, par l'accompagnement des PME, des artisans, des petites entreprises, par l'accompagnement du monde rural. Et c'était tout l'objet de ma réunion, ma deuxième réunion avec les maires qui s'est tenue à côté d'Angoulême. Vous avez évoqué en début d'émission les Gilets jaunes. Vous savez que les Gilets jaunes ont quelque part forcé le gouvernement et forcé le président de la République à entrer dans le débat, à ouvrir ce débat. Emmanuel Macron était déjà continue son tour de France. Cette semaine, il était à Autun, en Saône-et-Loire. C'est sa manière à lui de répondre peut-être à la crise des Gilets jaunes. Vous approuvez ce type d'initiative ? Je n'ai pas à l'approuver ou à ne pas l'approuver. Je pense que Emmanuel Macron est un homme particulièrement brillant. Il est normal, en tant que président de la République et en tant que politique, qu'il ait un système de contre-feu. La question, c'est le public des Gilets jaunes vient-il dans ces grands débats et appréhende-t-on ces problèmes de déclassement? Selon vous, ils viennent ou ils ne viennent pas? Je pense qu'ils ne viennent pas, ou très peu. Même si l'idée du débat est une idée particulièrement intéressante. Moi, en tant que maire, dans la commune de Pessac, en Gironde, il y a une tradition associative très forte où le maire, tous les ans, est interpellé en direct devant tous les quartiers par les habitants pour le tout à l'égout, pour le trottoir, pour le transport, pour l'école, pour la crèche, etc. Donc il faut avoir une capacité. La faiblesse de notre organisation, c'est qu'on n'est pas allé assez loin, malgré la loi NOTRe, pour savoir qui fait quoi, d'une part, et d'autre part, que la décentralisation est au milieu du gué. Vous savez, après 68, le général de Gaulle, dans un discours à Lyon, avait proposé la régionalisation. Il a fait une erreur. Ah oui, il a voulu supprimer le Sénat, je crois, non? C'est ça, en même temps. L'erreur, c'était de supprimer le Sénat. Bon. Aujourd'hui, on a besoin de responsabiliser les territoires, qu'ils aient des moyens de fonctionner, et de responsabiliser les territoires. Faire toujours appel à travers préfet, sous-préfet, au ciel, en quelque sorte, c'est quelque chose qui ne fait pas avancer la machine. Le cordon ombilical. Non, voilà. L'État doit se recentraliser se concentrer plutôt sur ses politiques dites régaliennes. Et après, regardez la région. Regardez les progrès que nous avons faits, singulièrement d'ailleurs en Poitou-Charentes, sur l'apprentissage. Ouais. Chasseneuil, on ouvre, j'inaugure un CFA, plus 14% d'inscription d'apprentis. Le basculement des lycées professionnels vers l'apprentissage. J'étais,
hier soir d'ailleurs, à aujourd'hui, Ribérac. personne ne remettrait en cause, d'ailleurs, les Non. réformes décentralisées, mais qui datent des années 80. L'esprit des années 80, est-ce qu'il prévaut encore dans les années 2019 Je reprends mon exemple. J'étais hier soir à Ribérac, sur une conférence sur l'attractivité des entreprises par rapport à l'emploi. Parce que le problème aujourd'hui pour les entreprises, c'est pas de licencier, c'est de recruter. Tout à fait. Et ça fait 10 ans que ça dure. J'avais essayé de l'expliquer à différents présidents de la République, mais ça n'a pas ruisselé, comme on dit. Il n'est pas forcément la fibre économique comme vous, non? Ça n'a pas ruisselé. Bien. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que nous sachions maintenir les CFA, les lycées professionnels, partout. Il y a une loi aujourd'hui qui a été portée par Muriel Pénicaud, qui fait que ça va être de la libre concurrence. Finalement, vous aurez toujours prêché dans le désert, parce que ce que vous êtes en train de nous dire, finalement, ça marchait bien, ce que je mesure, mais que la loi sur l'apprentissage, elle va détricoter ce qu'on... Vous savez, quand j'évoque mon discours décentralisateur, on me parle de l'histoire de France. Sauf que l'histoire de France, elle est bouleversée aujourd'hui par la compétition internationale, elle est bouleversée par le numérique, elle est bouleversée par un monde qui a changé, qui retrouve ses vieux démons. On le voit aux États-Unis, on le voit avec la guerre commerciale avec la Chine, on le voit avec les violences au Moyen-Orient. Mais revenons, puisqu'on est en France et en Europe, à la meilleure façon de trouver une bonne croissance. Il ne s'agit pas de lancer la décroissance, mais une bonne croissance plus écologique, plus verte, et faisons en sorte que la justice, qui n'est pas exactement la même notion que la notion d'égalité. Vous savez, je pense qu'il y a un défaut en France que Mona Ozouf, dans ses ouvrages, avait bien, en extraordinaire historienne qu'elle est, avait bien détecté. En France, une fois qu'on a dit le mot égalité, on pense qu'on a agi. Parfois, il faut mettre de la justice. Par définition, les grands hôpitaux seront dans les grandes villes. Mais il faut qu'on trouve des moyens pour la santé de proximité de fonctionner. Et en tout cas, on ne pourra pas fonctionner en milieu rural si on n'y maintient pas le lycée, le CFA, l'usine qui existe. Et donc, notre rôle à nos régions, c'est de faire en sorte que tout cela puisse subsister. Peut-être d'ailleurs... Donc finalement, vous dire que la région ou le niveau régional, c'est le niveau de la justice. Je pense que le niveau régional, c'est d'abord le niveau de l'accompagnement et de la croissance des entreprises et de l'emploi. C'est le décloisonnement entre le monde de la formation, de l'université et de la recherche et le monde de l'emploi et de l'entreprise. C'est le fait que on peut défendre... Avec 3 milliards d'euros de budget, plus de 917 millions d'investissements, c'est suffisant pour tenir ce pari? On est des nains par rapport aux Länder américains. Deux exemples. Le Pays Basque espagnol. Le Pays Basque espagnol, 2 millions d'habitants. Nous en avons 6. D'accord? 10 milliards de budget, 11 milliards de budget. Le Land de Hesse, avec lequel nous sommes jumelés, population sensiblement équivalente, 38 milliards de budget. Alors certes, il y a la santé et l'éducation. Mais si je compare à compétences égales, on est de 1 à 3. Une PME française est 3 fois moins accompagnée qu'une PME allemande. Tout à fait. Et ça dure toujours. Et ce ratio de 1 à 3 perdure. Quand j'explique cela... quelle que soit la loi. Quand j'explique cela à Bercy, on parle d'autre chose et on ne comprend pas. Alors justement, on reste en Nouvelle-Aquitaine, il y a un certain nombre de dossiers qui nous intéressent, et notamment dans notre région. Les transports, vous avez parlé de sources de fractures territoriales. Vous avez fait la meilleure expérience de passer sur la nationale 147 entre Poitiers et Limoges, et vous avez dit tout le mal que vous pensiez de cette route. Ah ben, c'est terrible qu'elle n'ait pas été l'objet d'une priorité absolue du gouvernement, notamment... Donc aujourd'hui, on a la déviation de Lussac-les-Châteaux, on a... Ça, c'était déjà inscrit. Oui, mais il faut le faire. On a la sortie sud-est de Poitiers. On a de l'autre côté, par Limoges, la sortie de Limoges, finir les déviations. Et si l'argent budgétaire n'y arrive pas, on aura au moins montré notre envie de faire, de telle sorte qu'à la limite, une autoroute puisse se faire entre Limoges et Poitiers. C'est quoi? En disant ça, vous faites le constat qu'il faut aller vite, c'est ça? Il faut aller vite. Il faut aller vite. Enfin, vous ne pouvez pas laisser Limoges enclavé comme Limoges l'est aujourd'hui. On ne peut plus avoir ce débat-là à travers des études sur études depuis 30 ans. Et le temps des études dure beaucoup plus longtemps que le temps des travaux. Oui. Et, la région, vous avez dit il y a quelques jours, finalement, la région était prête à abonder. Oui. Vous savez, la région
telle qu'elle est conduite depuis maintenant quelques années, a choisi de prioriser. Prioriser sur la recherche. J'étais tout à l'heure à l'ENSMA, cette magnifique école d'ingénieurs qui va créer un développement d'ingénieurs par apprentissage. On va mettre 8 millions d'euros. Donc on a choisi de focaliser là-dessus, focaliser sur l'accompagnement des entreprises. On accompagne 2500 entreprises par an, dont la moitié de TPE. Okay, le ferroviaire, parce que c'est notre compétence, bien sûr, où là, il y a en gros de 1,5 milliard à 2 milliards à dépenser pour refaire les voies Limoges-Angoulême. Par exemple. Limoges-Poitiers, aussi, venir prendre la LGV à Poitiers pour les Limougeaux. Et beaucoup d'autres, Niortoir, par exemple. Oui, c'est la région qui, sur le fret, va investir. Sinon, c'est des centaines de camions de carrière sur les routes. Toujours à propos de transport, Alain Rousset, sur le dossier de l'aéroport, là, c'est des questions qui fâchent ici, en tous les cas, localement, l'aéroport de Poitiers-Biard. Alain Claes, c'est le maire de Poitiers. Bruno Belin, président du département donc, de la Vienne, nous écoute peut-être ce dimanche matin. Votre position, c'est toujours non à l'entrée. Ce que nous avons essayé de faire, parce qu'il y a une douzaine ou une quinzaine d'aéroports, c'est de dire comment désenclave-t-on le territoire et comment l'avion est utile. Sauf s'il y a la ligne à grande vitesse. Parce qu'il y a la ligne à grande vitesse que la région ne met pas. Refaire un Poitiers-Orly... Là, c'est un Poitiers-Lyon. Poitiers-Lyon, sur Poitiers-Lyon, merci de me faire donner l'occasion d'avoir cette précision, la région le finance. Jusqu'à La Rochelle, Poitiers, dans le Lyon. cadre de l'obligation de service public, Absolument. mais qui ne va pas durer très longtemps. Ah non, pas du tout. Au contraire, écoutez, j'ai présidé à la demande d'Elisabeth Borne un groupe de travail sur les aéroports et avec elle, on a réussi à augmenter considérablement, plus que doubler, je crois, même tripler, l'intervention de l'État sur ce qu'on appelle les OSP, ces liaisons qui sont pas... Les obligations d'intérêt public. Voilà, qui sont pas rentables, mais qui désenclavent les territoires. Parce que, on n'est peut-être pas souvenir, mais l'ex-région Poitou-Charentes s'était retirée d'ailleurs du financement de l'aéroport à l'époque. Possible. Plus de 30% de son financement. Possible. Pour autant, j'ai entendu votre conseiller régional en charge des transports qui parle d'un aéroport qui n'a aucun intérêt, ni touristique, ni de rôle de désenclavement. On a dû bien résumer sa pensée. Non, le problème est, je n'ai pas à juger à la place d'une agglomération ou d'un territoire de l'utilité de son aéroport. Par contre, j'ai à juger, avec mes collègues du conseil régional, comment la région va avoir des priorités sur l'accompagnement des aéroports. Vous prenez Pau, Brive, Bergerac, Limoges. Voilà, là nous intervenons. Vous n'avez pas échappé que le Brexit peut avoir des conséquences énormes sur nos aéroports, sur le plan touristique. Quand on regarde effectivement la fréquentation des voyageurs qui viennent ou qui sont à destination en provenance donc, du Royaume-Uni, c'est quand même plus de 50% pour La Rochelle, c'est plus de 80% pour Bergerac, 90% pour Limoges. Ça veut dire que cette nouvelle donne va imposer à la région d'y participer d'une manière ou d'une autre, non? Attendez, il faut regarder quelles vont être les conséquences du Brexit. Je ne veux pas préjuger de ce qui va être décidé à Bruxelles ou à Westminster. J'espère qu'on aura un Brexit avec un deal, avec un accord. Hein. Il est évident que pour les entreprises, nos activités, les citoyens britanniques, il y a intérêt d'avoir un accord. D'ailleurs, il faut s'interroger sur les causes de ce Brexit. Ces mensonges, je les appelle comme ça, qui sont attribués à Bruxelles. Bruxelles n'est pas responsable des difficultés dans chacun de nos pays, parce que la décision à Bruxelles dépend de l'unanimité ou la quasi-unanimité des chefs d'État ou de gouvernement. Conseil, oui. Après, Bruxelles applique. Moi, je peux témoigner... parce que Bruxelles est une hydre à trois têtes. Je peux témoigner en tant que président de la région qui gère 2,5 milliards d'euros de Bruxelles pour nos agriculteurs, pour nos petites communes, pour nos laboratoires, pour nos entreprises, pour la requalification des quartiers. Je peux vous dire que Bruxelles a un beau visage
sur des milliers et des milliers de dossiers. Alain Rousset, je sais que vous ne supportez pas que l'on dise que les politiques ne connaissent rien au monde de l'entreprise. Vous êtes d'ailleurs plus féru de business plan, si je puis dire, que de littérature. Ça a été un peu mon métier. Donc, que de littérature sur la lutte des classes. Est-ce que vous suivez attentivement la situation aux Fonderies du Poitou? Bien sûr, j'y suis venu, vous le savez. J'y suis venu sans tapage. C'est un dossier compliqué qui s'explique par une raison, la relation que j'évoquais tout à l'heure devant vous entre les grandes entreprises, en l'occurrence Renault notamment. Mais le périmètre d'action de la région est limité. Et les sous-traitants. Donc il faut impérativement, c'est une stratégie industrielle de la région, qu'on fasse en sorte que les sous-traitants puissent monter en gamme, diversifier leurs clients, de telle sorte qu'il n'y ait pas cette dépendance absolue à l'égard d'un donneur d'ordre. Tout à fait. Voilà. Quels sont les moyens d'action? Vous savez qu'on a voté plus de 3 millions d'euros pour une des parties de la fonderie. Aujourd'hui, les conséquences sur le diesel fait que la partie fonte est en grande difficulté. Nous sommes en discussion avec les repreneurs potentiels. Et en l'occurrence, un groupe, Liberty House. Voilà, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de plan social, ça va être compliqué. Mais qu'il y ait un retournement. Quel est le rôle de la région dans ce dossier? Accompagner un projet de reprise et d'innovation. Parce qu'il faudra qu'il y ait de l'innovation, il faudra qu'il y ait de la diversification. Comme pour l'automobile. Il faut aussi qu'on pèse, le gouvernement a plus de poids que moi, bien sûr, sur Renault pour que Renault maintienne ses commandes. J'en discutais ce matin avec le député de Châtellerault, qui suit beaucoup cette affaire, Nicolas Turquois, qui suit beaucoup cette affaire aussi, parce que c'est une de nos préoccupations. La région s'est dotée d'un service sur les entreprises en difficulté ou en retournement, de telle sorte qu'on puisse anticiper. Sur le plan économique, on connaît également aussi votre penchant pour l'innovation, pour l'industrie. Vous étiez dans la Vienne il y a quelques jours, chez Thales, justement, à Châtellerault, vous parliez du Nord-Vienne. Vous le résumez souvent, d'ailleurs, Alain Rousset, vous dites souvent océan, cerveau, espace, c'est ce fameux triptyque. Ah, c'est le... Oui, hein, c'est les trois grandes aventures que La question que j'ai vous passer, est-ce que notre région, il y a de la place pour tout le monde? Oui, il y a de la place pour tout le monde et sur tous les territoires. Vous savez, je vais un jour dans un petit village de la Creuse qui s'appelle la Forêt du Temple. Il y a 147 habitants, je crois. Il y a une des plus belles entreprises de la région qui fait des marbres pour l'industrie électronique et aéronautique du monde entier. Ils sont 50, ils exportent 70%. La difficulté de cette entreprise, c'est comment je fais pour rester dans mon village et de pouvoir recruter. D'où politique de logement, reconquête des centres-villes, faire en sorte qu'il y ait une vraie animation. Et je rencontre des pépites extraordinaires. Donc il faut savoir avoir une équipe, et il y en a plusieurs à la région, qui accompagnent les entreprises qui se développent et qui créent. Il faut savoir accompagner les territoires qui peuvent être en souffrance ou en difficulté, comme les individus. Il y a une politique, à mon avis, sur lequel l'État n'a jamais réussi, quelles que soient les majorités, à avancer. C'est le logement. On dépense beaucoup d'argent sur le logement, plus de 30 milliards. Sauf que le modèle est certes social, parce que APL, sauf que vous avez un système de défiscalisation qui vous fait grimper le prix du foncier, grimper le prix des loyers, et on paye 3 fois. C'est ça. Ouais. On paye 3 fois. L'État, le locataire et les collectivités locales pour le surcoût foncier. Or, en fait, regardez les centres-villes de nos petites communes. Les commerces disparaissent parfois à cause de celui qui a signé le permis de construire à la grande surface à la périphérie. C'est ce que je vais vous dire. Voilà. On a fait effectivement des plans d'urbanisme les commerciaux ces 20 dernières années. Les logements qui sont vides au-dessus, il faut qu'il y ait une vraie priorité pour reconquérir ces centres-villes et les logements de ces centres-villes. Il nous reste quelques minutes, Alain Rousset, pour balayer aussi d'autres dossiers, notamment sur la liaison ferroviaire. Vous avez signé la semaine dernière un protocole d'accord avec SNCF Mobilité, donc c'était à Bordeaux, pour plus de trains, j'ai bien compris, jusqu'en 2024, meilleur service, meilleure plus de ponctualité. C'est gagnant-gagnant ? Je crois que c'est gagnant-gagnant. La SNCF, je pense, a compris que... Aujourd'hui, les régions n'étaient pas le partenaire qui signait les chèques à la fin du mois. Pas de fermeture de gare. Par centaines. Non, parce que les gares peuvent devenir demain des maisons de service au public.
tout en continuant à conserver leurs fonctions. Mais il faut que la SNCF évolue. Il faut que les métiers de la SNCF évoluent. Il faut que l'organisation de la SNCF évolue. Il y a des téléspectateurs peut-être de la Charente ou du Limousin qui nous regardent. La ligne Limoges-Angoulême, elle est toujours fermée jusqu'à nouvel ordre. Bah oui, parce que on a laissé pendant plus de 25 ou 30 ans les voies dites secondaires. Ce sera toujours d'ailleurs une voie de chemin de fer, parce que j'entends une petite musique, certains dire que ce serait peut-être bien de la transformer. Vous savez, l'Allemagne, depuis la transformation de la Bundesbahn, a réouvert plusieurs centaines de kilomètres de voies. D'accord ? Donc l'idée, c'est qu'on ne ferme pas de voies ferroviaires. D'accord ? Qu'il y ait un quart. C'est le président qui le dit aujourd'hui. C'est le président qui le dit aujourd'hui. Qu'il y ait un quart dans ce qui va être la 2 fois 2 voies sans arrêt entre Limoges et Angoulême, sûrement. Mais il faut penser à réouvrir les voies demain avec la nécessaire décarbonation de notre économie, le développement de trains verts à hydrogène, par exemple, ou à d'autres types de carburants qui ne soient pas carbonés. Nous pourrons la réouvrir, je l'espère. Un mot, revenons à la question des bassines, ce qu'on appelle les bassines, les retenues d'eau. Ça fait polémique en tous les cas dans les Deux-Sèvres, aussi dans la Vienne. Projet de 40 bassines dans le département de la Vienne. Alors jusqu'ici, l'ex-région Poitou-Charentes ne voulait pas les financer. Vous, Nouvelle-Aquitaine, président de la région Nouvelle-Aquitaine, vous avez choisi de les financer pour les Deux-Sèvres. Voilà, on a d'abord choisi de pousser la concertation pour amener 3 choses. Qui étaient 3 conditions qui étaient posées d'ailleurs pour ceux qui étaient hostiles aux bassines. 1, un contrôle public. 2, qu'il y ait une baisse globale des prélèvements et que les prélèvements ne soient faits qu'en période de hautes eaux. Et troisièmement, pour une autre agriculture. Et les engagements qui ont été pris sont conformes à ces 3 principes. De là à mettre à mal votre majorité vert-gauche ? Oui, mais je crois qu'il faut qu'on sache évoluer. Qu'est-ce qui est le plus important ? Moi, je suis les idées de mes amis verts. Il faut qu'on ait une agriculture qui développe de la valeur ajoutée parce que le problème des agriculteurs, c'est leur revenu. D'accord ? Ça suppose qu'on baisse les intrants. Parce que le prix des intrants pour les agriculteurs est proprement prohibitif. Donc ça signifie de développer une autre agriculture dont on a besoin aujourd'hui. On a besoin aujourd'hui. La population augmente. Comment va-t-on la nourrir ? Avec une demande de nos concitoyens, qui est des produits écolos ou bio, propres, tracés, etc. Merci Alain Rousset, c'est vite Avec passé. plaisir. Merci d'avoir participé à cette émission Dimanche en politique que vous pouvez voir ou revoir sur notre site internet ena.france3.fr. Tout de suite, c'est votre journal régional en Poitou-Charentes, midi pile. Excellent week-end à tous et à très bientôt.